Et si tout ce qu'on pensait savoir sur l'amour n'était finalement qu'un mensonge? Un mensonge bien confortable, certes, c'est la question assez audacieuse qu'on va explorer aujourd'hui en plongeant dans une vision de l'amour qui est, disons, tout sauf un refuge. C'est plutôt un miroir, et un miroir assez impitoyable. Dès le départ, le ton est donné. L'idée que l'amour serait avant tout une source de réconfort, un havre de paix, eh bien cette idée est balayée. On nous propose quelque chose de bien plus troublant. Et si notre amour, ce n'était en fait qu'une forteresse? Une forteresse qu'on se construit pour se protéger de nous-mêmes. Prenons un instant pour regarder ces mots. Ici, l'amour n'est pas décrit comme un élan vers l'autre. Non, c'est plutôt un retour sur soi. C'est ce qui nous rassure, ce qui nous protège, ce qui nous conforte dans nos certitudes. En somme, c'est plus une armure qu'une porte ouverte. Et là, on a le renversement le plus radical. Ce qu'on appelle amour est associé à l'immobilité, à une sorte d'encre qui nous empêche de bouger, de changer. Et à l'inverse, ce qu'on pourrait appeler haine, ou en tout cas ce qui nous dérange, ce qui nous force à nous regarder en face, ça devient une force de transformation. L'inconfort devient presque une nécessité. Donc il faut oublier l'image de l'amour comme un petit nid douillet. L'amour, celui avec un grand A, est présenté ici comme une fonction, une force active, presque un mécanisme. Son but, ce n'est pas notre confort, c'est notre transformation, qu'elle soit douce ou brutale. Bon, pour vraiment comprendre cette idée en action, on va suivre le parcours d'un personnage, Aelios. Ce n'est pas un héros de roman à l'eau de rose, mais plutôt un chercheur de vérité. Et sa quête, elle commence justement par le rejet d'une sagesse un peu trop convenue. D'un côté, on a l'enseignement classique, un amour pur, parfait, une harmonie presque désincarnée. Mais Aelios, lui, il regarde le monde tel qu'il est, le chaos, l'effondrement, la rupture. Et il se pose la question qui fâche. Un amour qui ne peut pas survivre à ça, est-ce que c'est vraiment de l'amour? Et c'est là qu'est sa révélation. Un amour qui a besoin d'être sous une cloche de verre, bien protégé du monde réel, ce n'est pas un principe fondamental. C'est un luxe. Le véritable amour, ça doit être cette plante capable de pousser sur la roche en plein milieu de l'orage. Forcément, une telle quête de vérité ne pouvait pas rester que théorique. Aielos va être poussé dans une épreuve où il devra forger sa propre définition de l'amour. Plus avec des mots, cette fois, mais à travers un choix fondamental. Face à lui, deux extrêmes, deux caricatures de l'amour. D'un côté, la passion qui détruit tout, le feu qui consume. De l'autre, l'antre inflexible, la lumière qui ne supporte aucune ombre. En réalité, c'est un faux choix. Les deux sont des formes de tyrannie. Et sa réponse, c'est une synthèse. Il refuse ce rôle de sauveur ou de destructeur. Il comprend que la vraie force, ce n'est pas de choisir un camp, mais d'être le point d'équilibre qui contient les deux possibilités, la chute et le relèvement. Et voilà la clé. L'amour n'est pas pur, il n'est pas sans tache, il est entier. Il est cette force capable de contenir à la fois le chaos et la structure, l'ombre et la lumière, sans jamais se briser. C'est une force d'intégration. De cette nouvelle compréhension va naître quelque chose de concret, la pierre des miroirs. Aelios ne devient pas un prophète, il ne prend pas le pouvoir. Non, il laisse juste derrière lui cet objet, cet artefact silencieux dont le pouvoir n'est pas d'imposer une vérité, mais de la révéler. Alors comment ça fonctionne? C'est très subtil. La pierre ne juge pas, elle ne parle pas. Elle vibre, et c'est cette vibration qui fait tout. Elle expose le fossé, l'écart immense entre l'image qu'on projette et ce qu'on est vraiment. Elle vient démanteler ce petit mensonge intérieur qu'on se raconte chaque jour pour tenir. Voyons un peu comment cette confrontation fonctionne, à travers des figures assez emblématiques. Prenons d'abord le soldat, qui incarne la certitude, la droiture. Il s'approche de la pierre, persuadé du bien fondé de sa cause. Mais le miroir lui renvoie une vérité brutale. Son véritable ennemi, il n'était pas en face de lui. C'était cette part de lui-même qui avait désespérément besoin de croire que sa cause était juste, pour se sentir juste lui-même. Son armure cachait en fait une faille. Le deuxième archétype est tout aussi puissant, une mère en deuil. Elle vient chercher du réconfort, bien sûr, en espérant peut-être une consolation face à sa perte. Et la vérité qu'elle découvrait, terrible. Son amour, qu'elle croyait protecteur, était en réalité une cage, un cercueil trop petit. Par peur de le perdre, à cause de ses propres attentes, elle l'avait déjà emprisonné de son vivant. La mort n'a fait que sceller cette prison. Une vérité qui fait voler en éclats les armures individuelles, ça finit forcément par menacer les structures de pouvoir qui reposent sur ces mêmes illusions. La réaction ne se fait pas attendre. Il faut dompter cette vérité, la rendre inoffensive. Et le processus pour neutraliser la pierre est insidieux, mais
terriblement familier. D'abord, on la médicalise. La résonance devient un risque psychologique. Ensuite, on la bureaucratise. Il faut des permis, des formations, on contrôle l'accès. Et à la fin, la vérité est complètement vidée de sa substance, transformée en un concept décoratif et inoffensif. Mais attention, la menace ne vient pas que de l'extérieur. Le texte nous met en garde contre le piège ultime, faire de sa propre lucidité une nouvelle armure. Avoir conscience de ses failles peut devenir une nouvelle forme de fierté, une sorte de bouclier de cristal, peut-être plus subtil, mais tout aussi efficace. Alors, si la vérité peut être maîtrisée, et si même la lucidité peut être corrompue, que reste-t-il à la fin de ce parcours? Quelle est la réflexion finale qui nous est proposée? La conclusion nous ramène à l'essentiel, avec une définition d'une clarté redoutable. L'amour, ce n'est pas ce qui nous protège du froid. C'est le feu qui brûle tout ce qui, en nous, n'est pas essentiel. Tout ce qui n'est pas vraiment soi. Ce qui nous laisse avec cette question, une question assez vertigineuse. Une fois que toutes nos armures, toutes nos certitudes et même nos plus belles justifications ont été consumées, quand il ne reste absolument plus rien à perdre, quelle vérité peut bien demeurer?